Bonjour, bienvenue à cette première discussion de panel. Dans cette réunion très intéressante sur le changement climatique et le patrimoine. Cette session est une session publique, donc vous pouvez tous nous rejoindre. Nous avons l'interprétation aussi si vous voulez écouter les interventions dans une autre langue. Donc, premièrement, nous commencerons avec la directrice adjointe du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, Madame Jyoti. Nous avons aussi Dr. Deborah Roberts de GIEC, Dr. Will McGarry de l'ICOMOS. Premièrement, nous aurons quelques paroles d'introduction des modérateurs. Ensuite, nous aurons un panel très intéressant avec des experts qui parleront des différents systèmes de connaissances. Permettez-moi de commencer par un aperçu rapide sur le travail que nous faisons à UNESCO pour que nous puissions avancer en partant des résultats que nous avons déjà entendu, des interventions très intéressantes des différents participants. Et j'ai le plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Comme vous le savez, le changement climatique est un problème vital de notre temps et d'aujourd'hui. Donc, ce que je disais avant, c'est que le changement climatique est le défi de ce siècle. Et UNESCO déploie des efforts pour aider les pays à s'adapter au changement climatique et elle se focalise sur les sciences, la culture et le patrimoine dans ses programmes et ses différents accords et conventions. En 2017, une nouvelle stratégie de l'UNESCO sur l'action pour le changement climatique a été adoptée par les États membres pour montrer l'impact du changement climatique sur l'éducation, les sciences, la culture, les informations et la communication, en parallèle avec les différentes initiatives et les contributions de l'accord de Paris et des différents États membres, ainsi que l'agenda à l'horizon 2030 pour les objectifs de développement durable. Cette stratégie vise à soutenir les pays membres pour pouvoir promouvoir les connaissances interdisciplinaires et la coopération grâce au patrimoine culturel et à l'éducation culturelle sur le changement climatique. Elle promeut aussi la sensibilisation et la prise en considération de la perspective du genre. Nous avons pu voir les principes éthiques et pour souligner l'importance de ces principes éthiques, l'UNESCO a adopté en 2017 une déclaration pour les principes éthiques et le changement climatique. Elle se concentre sur les différents défis d'un point de vue éthique. UNESCO a aussi toujours eu un rôle important à jouer dans les événements euh, sur la marge du COP. Elle travaille en coopération avec différentes parties prenantes, y compris les États membres qui travaillent avec les agences des Nations Unies pour pouvoir lancer des actions efficaces pour le changement climatique. UNESCO a aussi des systèmes d'information locale et autochtone qui renforcent les sciences, les processus et les évaluations liées au changement climatique. Et UNESCO a aussi des informations sur plus de 80% de la biodiversité globale et prend les initiatives nécessaires
pour lutter contre le changement climatique. En février 2020, UNESCO a lancé un groupe de réflexion sur la culture et le changement climatique durant la réunion des experts sponsorisée par UNESCO, ICOMOS et IPCC. UNESCO a aussi un programme pour les connaissances locales et autochtones et ce programme renforce les différentes valeurs, les différentes euh, cultures et les différentes langues, les moyens de vie et ces informations viennent de processus économiques et des contextes sociaux spécifiques et des différentes études menées par l'UNESCO. Elle a aussi travaillé avec GIEC et avec plusieurs organisations sur le développement durable. Il est certain aussi que les peuples autochtones ont comme droit de protéger leur patrimoine. Les peuples autochtones sont au centre de l'initiative de l'UNESCO et nous pouvons aussi savoir qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire, beaucoup d'informations que nous pouvons combiner pour arriver aux meilleures connaissances liées à la prise de décision pour les communautés, tout en respectant les valeurs et les connaissances et les traditions. Et voici ce que l'UNESCO veut, c'est de penser à la complémentarité entre les peuples autochtones et les communautés locales avec les différentes initiatives et politiques de l'UNESCO qui peuvent être intégrées dans les communautés. Dans le cadre de l'approche adoptée par l'UNESCO, cette dernière essaie de lancer des initiatives qui sont incluses aussi dans les objectifs de développement durable à l'horizon 2030 qui a été adopté en 2015 par tous les pays membres de l'Assemblée générale. La culture est mentionnée très clairement dans les objectifs, dans un objectif qui vise à protéger la culture et le patrimoine. La culture a aussi un rôle dans la promotion des différents secteurs d'activité. Elle a une contribution directe dans le développement durable et c'est vraiment souligné dans plusieurs cadres et plusieurs politiques internationales ainsi que dans les recommandations des Nations Unies et de l'UNESCO. L'UNESCO est aussi engagée pour s'assurer de la promotion du développement durable, et ce, en parallèle avec l'agenda à l'horizon 2030 pour les objectifs de développement durable. L'UNESCO vise donc à adopter une technologie et des indicateurs pour l'adoption des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. L'un de ces objectifs est lié à la résilience et à l'adaptation au changement climatique. Ce qui est aussi mentionné ici, c'est toute une dimension sur les connaissances et la culture qui sont au cœur de la diversité. Dans les régions urbaines, l'UNESCO travaille aussi. Elle a lancé des recommandations sur les zones urbaines. 70% des gaz à effet de serre sont issus des villes urbaines ou bien des régions urbaines. Et donc, l'UNESCO a lancé des recommandations pour résoudre cette solution et alléger l'impact des gaz à effet de serre.
Et ces recommandations prennent en considération les différentes valeurs, les différentes cultures, patrimoine local et toutes les traditions des différentes communautés. Parce que lorsque l'UNESCO peut prendre ces facteurs en considération, l'adoption et l'intégration des politiques et des approches devient bien plus facile. L'UNESCO travaille dans les villes parce que les villes, c'est le lieu où le changement aura lieu le plus rapidement. Et elle vise à ajouter différentes approches, différentes actions dans les lois des municipalités afin de lutter contre les impacts du changement climatique. En novembre 2015, l'Assemblée générale des Nations unies a lancé une politique sur l'intégration de la perspective du changement climatique dans les différentes politiques pour contribuer au développement durable. Et ce, en se basant sur la Convention de 1972. Et en adoptant cette convention, les pays doivent se concentrer sur ces conditions qui sont liées au bien-être des différents États, comme la durabilité environnementale, le développement social inclusif, le développement économique inclusif, la paix et la sécurité. Donc, nous parlons ici du développement social et du développement économique, ainsi que de la paix et de la sécurité. L'UNESCO se concentre aussi sur le patrimoine mondial et le tourisme dans le cadre du changement climatique. Elle a donc lancé ce rapport lié au tourisme euh, du patrimoine et au tourisme mondial. Et euh, dans, euh, dans le cadre du changement climatique, ce rapport examine le lien étroit entre le patrimoine et le tourisme, ainsi que le problème qui s'exacerbe à cause du changement climatique. L'une des recommandations de ce rapport est liée au besoin de s'assurer que les peuples autochtones sont inclus dans tous les niveaux du processus de prise de décision pour l'adapter correctement dans dans les initiatives et les politiques, parce que c'est extrêmement critique pour lutter contre le changement climatique. UNESCO a aussi lancé un document de politique sur les actions sur le climat pour le patrimoine mondial. En 2016, elle s'est focalisée le, sur le travail du comité du patrimoine mondial avec ICOMOS pour donc renouveler ce document de politique pour aider les preneurs de décision à prendre leurs décisions. Dans le cadre de ce processus et la production de ces documents que nous avons lancé en 2019, nous avons voulu faire de ce processus le plus participatoire et inclusif. Donc, nous avons lancé une consultation globale auprès des intervenants, y compris des peuples autochtones, des communautés locales, des représentants de ces communautés, des académiciens et des membres de la société civile qui se sont réunis. Certains des impacts des expériences mentionnées sur les changements climatiques ont été mentionnés par les peuples autochtones, ainsi que des changements sur l'environnement. Par exemple, la perte de capacité agricole, la perte d'une capacité d'utiliser justement l'environnement à des fins de subsistance. Et je veux mentionner quelques éléments sur le document politique sur le patrimoine mondial avant de passer la parole à mes collègues. Et
en fonction des connaissances scientifiques et autochtones et locales, les nous avons élaboré ces articles dans ce document pour intégrer l'adaptation dans des politiques environnementales et socio-économiques lorsque c'est possible. Donc, dans l'ébauche, il est reconnu, dans l'ébauche de cette politique, il est reconnu que, en fait, c'est dans l'accord de Paris et c'est reflété dans le document politique. La propriété du patrimoine mondial doit mm, donner l'exemple de l'usage des connaissances autochtones dans la compréhension des impacts des changements climatiques et dans la mise en œuvre d'actions climatiques appropriées. Et il faut valoriser les connaissances des Autochtones. Et nous avons mis en exergue l'importance clé des connaissances autochtones dans nos actions contre les changements climatiques. Et d'autres exemples ont été mentionnés, je n'y viendrai pas, mais le document politique mis à jour a été adopté par le comité euh, sur le patrimoine mondial et sera révisé à la 23e séance de la Convention qui a terminé son travail il y a quelques jours, le 26 novembre. L'Assemblée générale a décidé cependant qu'une consultation supplémentaire avec des experts nationaux est nécessaire et qu'une version révisée serait examinée en novembre 2023 à la séance suivante, où il sera adopté ou refusé. Je vous donne des exemples d'actions qui mettent en lumière ce type de mobilisation avec les communautés locales et les systèmes de connaissances autochtones, en particulier les actions en vertu du plan d'urgence, en fait, le fonds du patrimoine mondial, qui est le fonds mondial le plus important, qui permet au gouvernement de créer des lieux historiques, des lieux patrimoniaux. Et l'UNESCO travaille avec des fondations en matière de faune de flore internationale et on voit que, en fait, on a un exemple ici au Brésil, dans une zone de conservation qui a été créée à la 43e séance de la Convention du patrimoine mondial qui a eu lieu en Australie. On, en fait, oui, l'environnement Bujim, l'environnement culturel, a été intégré justement sur la liste des environnements protégés. Et il s'agit ici des Bujibim Mara qui vivent sur ce territoire. Et il y a également un autre lieu au Canada qui a été inscrit à la liste de l'UNESCO. Et ce territoire est un territoire sacré pour les pieds noirs au Canada. Donc, deux cérémonies ont eu lieu et on doit respecter justement ces endroits protégés qui ont été nouvellement ajoutés à la liste de l'UNESCO. 90% de toutes les zones urbaines euh, au monde sont côtières et sont aux prises avec des risques d'inondation. Et bon nombre de ces villes se sont développées pour des raisons historiques, près de rivières importantes ou de zones côtières. Et les changements climatiques font parmi des principaux risques envers ces sites patrimoniaux mondiaux sur la liste de l'UNESCO. Voici une diapo sur les dialogues sur les villes du patrimoine mondial. Le groupe s'est concentré sur l'adaptation des villes pour une résilience climatique. Cette réunion a eu lieu le 31 octobre euh, lors de la Journée internationale des villes et nous avons milité en faveur de solutions axées sur le patrimoine pour la protection de ces sites historiques, ces sites patrimoniaux. Et nous devons mettre en œuvre des stratégies qui mettent en œuvre le développement durable. Voici un projet sur en fait, de la fondation du récif de corail
une initiative en résilience ici, dont nous avons des images. Donc, je vous remercie et je passe la parole à Deborah Roberts, qui est coprésidente du groupe de travail 2 du GIEC, qui va nous faire part de ses commentaires. Merci beaucoup et je vous reviendrai pour présenter les experts du groupe de discussion. La parole est à vous, Deborah. Merci, Jyoti, et je suis très contente oui, d'intervenir à ce moment. Donc, je serai brève, car je crois que nous avons une période limitée aujourd'hui. Pour ceux et celles qui ont assisté à l'événement de lancement, euh, qu'ils ont vu l'importance que Kissen Lee, le président, a attribuée à cette réunion internationale. Donc, le rôle du GIEC est la clé ici. Nous sommes une organisation de service mondial. Nous avons été créés il y a une trentaine d'années pour fournir aux décisionnaires de l'information objective provenant de la littérature scientifique, locale et autres, et pour aider à ces décisionnaires à comprendre quelles sont les causes des changements climatiques causés par l'homme, mais comprendre leur impact et aussi de comprendre les interventions possibles pour opposer une adaptation, une atténuation. Nous sommes au sixième cycle d'évaluation du GIEC et euh, notre rapport spécial sur le réchauffement climatique est probablement le rapport le plus pertinent ici, qui a été élaboré en fait à la suite de deux rapports sur les océans, les terres et un autre rapport d'un groupe de travail du GIEC. Et ce que ces documents aujourd'hui mettent en lumière, c'est le défi que représentent les changements climatiques causés par l'homme. Nous avons besoin d'une réponse provenant de la société complète. Donc, personne ne peut se dégager de cette responsabilité. Tout le monde a un rôle à jouer. Et il faut comprendre le rôle de la culture et du patrimoine et pourquoi ces éléments sont si importants. Ces études montrent que notre patrimoine culturel est une partie importante de notre vie. Il oriente notre façon de vivre en tant qu'espèce. Et cette compréhension de notre passé a une influence profonde sur notre avenir. Mais ce qui est important aussi, c'est que cette compréhension détermine notre présent. Ça détermine notre façon de comprendre le problème auquel nous faisons face et ça oriente aussi les décisions que nous allons prendre pour l'avenir, pour nous opposer à ces changements climatiques. Ces mesures d'atténuation qui sont clés dans notre action. Donc, nous, la compréhension de notre patrimoine culturel est essentielle pour comprendre ce que nous allons faire à l'avenir pour façonner notre avenir dans cette nouvelle réalité. C'est aussi important et en fait, cette réunion internationale vient à point. Comme mes collègues l'ont dit, nous avons reçu le rapport du groupe de travail 2 que nous allons approuver en février et le diffuser à la fin de février à la communauté globale. Donc, le moment où arrive justement cette réunion est essentiel. Et ce que nous allons faire, c'est mettre en relief des éléments importants de la connaissance qui seront mis à la disposition du GIEC pour qu'il produise ses prochains rapports. Comme le docteur l'a dit, nous misons beaucoup sur les connaissances locales et autochtones. Donc, cette réunion nous donne l'occasion d'élargir notre horizon, notre compréhension des liens entre la culture et du patrimoine et comment elles ont un effet sur les causes du changement climatique. Et j'ai été très contente, en fait, en tant que praticienne, de voir une mise en relief des actions urbaines et de voir euh, en fait, de constater que de nouvelles discussions ont lieu entre la communauté des changements climatiques et la communauté urbaine, puisqu'elle mise maintenant sur l'histoire, le patrimoine et la culture. Donc, cette réunion vient à point. C'est le moment parfait pour mettre en relief une nouvelle sorte de connaissance qui peut être très utile pour le GIEC, pour que le GIEC puisse fournir le service qu'il fournit au monde entier et qui nous permettra de nous attaquer au changement climatique, un enjeu existentiel pour l'humanité. Merci. Je vous repasse la parole. Merci énormément, Deborah. Euh, Commentaire très pertinent. Je vous passe la parole, Dr. Will McGarry d'ICOMOS, coprésident d'ICOMOS.
Oui, merci énormément, Jyoti et Deborah, pour vos commentaires. Je m'appelle Will McGarry et je suis le coprésident de cette réunion. Je veux euh, parler en tant euh, que point focal de l'e-commerce pour les changements climatiques. Donc aujourd'hui, nous avons cette discussion dans le cadre de cette réunion pour nous attaquer au un lien systémique entre la culture, le patrimoine et les connaissances en changement climatique. Donc aujourd'hui, nous allons parler des systèmes de connaissances qui vont beaucoup contribuer envers nos prochaines discussions. Donc, que sont les changements, les systèmes de connaissances? Aujourd'hui, nous avons parlé du rapport qui faisait part de trois catégories de connaissances, connaissances autochtones, locales et scientifiques. Tous ces éléments incluent des éléments tangibles et intangibles, et bien que ces trois systèmes de connaissances soient cruciaux dans cette question, ils n'ont pas été valorisés à leur juste valeur. Et mm, la gouvernance de la culture est nous devons décoloniser les pratiques culturelles et patrimoniales. Et nous avons retenu une période très importante, comme vous l'avez entendu, l'importance de la valorisation, de l'intégration de différents systèmes de connaissances envers l'action climatique est essentielle. Et c'est ce que nous essayons de faire. Ça fait partie de l'accord de Paris et ça a été mentionné dans le programme de travail que nous avons mentionné. Donc, les systèmes de connaissances sont au cœur de l'action climatique et sont mentionnés par les accords de Paris. Comment est-ce qu'on met ça en œuvre? Quels sont les rôles de la culture, du patrimoine et quels sont nos rôles dans cette histoire? Premièrement, nous devons reconnaître que les systèmes de connaissances sont en fait la base de ces systèmes de connaissances, c'est le respect. Nous devons connaître certaines choses avant d'agir contre les changements climatiques. Ce n'est pas simplement de la science. Souvent, on a refusé de tenir compte des connaissances autochtones euh, en brandissant la science. Et on a refusé de voir les liens entre le patrimoine, la culture et ces connaissances autochtones en misant simplement sur la science. Et il faut, en fait, le comité le comité mené par e-commerce Australie mise sur les connaissances autochtones et sur les effets des peuples autochtones sur les droits de la personne et les droits environnementaux. Le climat change et nous faisons des travaux en la matière et grâce à des groupes de travail autochtones parrainés par e-commerce. Et aujourd'hui, nos efforts remettent en question les visions existantes des systèmes de connaissances. Nous venons d'en parler justement. Par exemple, le clash entre la nature et la culture. Donc, cette vision des choses n'est pas partagée par les membres des COMOS et nous devons créer des initiatives pour mettre en relation les pratiques et les connaissances culturelles. Et aussi, les trois comités consultatifs auront des réunions pour en fait, ils en ont eu en 2016, Malanoa, ainsi qu'en 2017, une autre réunion de la sorte. Donc, en tant que membre du réseau climatique mondial, nous mettons en relief la dimension culturelle des changements climatiques. Et ils commencent à travailler dans la nouvelle campagne de résilience qui est au goût du jour actuel. Et nous devons constater que la résilience viendra d'une action culturelle, patrimoniale et scientifique, concertée. Et enfin, ICOMOS s'est concentré sur les liens entre les systèmes de connaissances ainsi que la décarbonisation et les actions d'atténuation. Hum, Ces actions climatiques datent de plusieurs siècles. Et c'est depuis plusieurs siècles que nous utilisons les énergies fossiles qui ont changé le paysage climatique. Donc, cette réunion est très importante et nous avons hâte d'avoir ces discussions cette semaine et je suis heureux de vous présenter notre groupe d'experts qui va nous mener jusqu'à la fin de cette séance. Merci. Merci beaucoup, Will. Maintenant, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui avec nous des experts bien reconnus qui seront les panélistes. Premièrement, j'aimerais inviter professeur Chadrik Cherekure, président
directeur du- de, de la faculté à Cape Town, à l'université de Cape Town. Euh, Nous avons aussi parmi nous plusieurs intervenants. Monsieur James Rattling Leaves, le président de, euh, de l'université, il devait venir et nous rejoindre aujourd'hui, mais il n'a pas pu faire cela à cause de problèmes techniques. Et finalement, nous sommes vraiment ravis d'avoir Dr. Tim Curtis, secrétaire de la Convention de l'UNESCO. Chers collègues, chers panélistes, nous sommes vraiment ravis d'être parmi vous aujourd'hui. Ma première question est la suivante. Je vais poser la question et je vous demanderai de répondre par ordre. Ensuite, nous pouvons peut-être répondre aux questions et donner les remarques nécessaires à chacun. La première question est liée aux communautés locales et aux communautés autochtones qui ont des connaissances profondes des conditions actuelles et ainsi que les pratiques qui ont été développées et transmises de génération en génération. Comment est-ce que nous pouvons renforcer ces connaissances? Comment est-ce que nous pouvons intégrer ces connaissances et ajouter à ces connaissances des informations scientifiques pour encourager des actions climatiques? Commençons par professeur Chéré-Curé. À vous la parole. Merci beaucoup. Merci et je suis vraiment ravie de participer à cette réunion. Je vous remercie aussi de m'avoir invité à ce panel. Je commence maintenant. Alors, je vais partager avec vous quelques remarques. Les connaissances locales et autochtones et basées sur les solutions. Nous pouvons renforcer cette approche, à mon opinion, à travers le renforcement de l'idée ou bien de l'importance des connaissances. Il faut effacer les hiérarchies. Lorsque nous effaçons cette structure, nous pouvons euh, savoir vraiment comment renforcer les connaissances locales. Les connaissances locales sont aussi basées sur la pratique, c'est expérimental et ça se développe et ça change selon les lieux et le temps. Ça dépend aussi de la vie des personnes, de la façon dont ils vivent. Je crois donc que j'essaie de vous expliquer que pour renforcer la, euh, les connaissances locales, peut-être il ne faut pas avoir une vision de snob ou une vision coloniale, parce que ceci ne fera qu'empirer la situation. Pour renforcer les connaissances locales, nous avons besoin d'un changement radical dans la mentalité. Nous changeons notre mentalité pour dire que, par exemple, nous avons besoin de connaissances parlementaires, de connaissances politiques qui ne sont pas liées à à la hiérarchie. Donc, il faut être inclusif. Il faut reconnaître que les connaissances sont notre objectif. Et si nous voulons rassembler toutes ces informations, nous aurons un impact positif en ce qui concerne les politiques que nous créons. Nous aurons des politiques plus inclusives qui nous permettront de voir un changement sur le terrain. Donc voici la conclusion de ma remarque. Merci beaucoup.
Je passe maintenant à Dr. Sharpa. J'aimerais écouter votre opinion sur cela. Oui, merci. Merci beaucoup d'avoir posé cette question. Je suis vraiment ravie que vous ayez posé cette question. J'aime vraiment écouter l'opinion des collègues qui ont souligné l'importance du changement de mentalité. L'une, L'un des problèmes essentiels dans les informations, c'est la façon dont nous avons développé le système de connaissances, surtout en ce qui concerne l'éducation. L'histoire et tout ce que nous avons vu précédemment était en train de d'affaiblir nos valeurs autochtones et nos valeurs locales, ainsi que nos informations locales. Et je crois que ceci n'a pas vraiment été accepté parce que la langue autochtone euh, et les informations autochtones ne sont pas acceptées parfois. Parce que nous voulons souvent, ou bien nous pensons souvent à une forme standard pour les gens. Donc, cette standardisation, si vous me le permettez, euh, nous oblige à garder cette culture autochtone euh, à part, à oublier les valeurs, la langue, etc. Donc, je crois que c'est une notion que nous apprenons depuis que nous sommes euh, des enfants. Euh, c'est la réalité après le colonialisme. Et je crois que ça nous montre la différence de perspective, les différentes valeurs qui sont données par nos systèmes éducatifs. Si nous nous concentrons sur les différentes régions et sur les différents peuples, nous voyons que les gens veulent souvent vivre dans des régions urbaines. Pourquoi? Parce que nous sommes convaincus que ceci est la chose qu'il faut faire à cause de notre système éducatif. Voilà pourquoi nous avons besoin d'un système éducatif local pour que nous ayons une sorte d'équilibre dans notre communauté. Nous ne devons pas réfléchir aux différentes classes ou bien il ne faut pas penser que quelqu'un est supérieur ou quelqu'un est inférieur. Donc, je crois que j'ai, je suis vraiment d'accord avec le professeur pour renforcer notre euh, système de connaissances. Il faut aussi donner ces connaissances à nos enfants, ainsi que nos systèmes de croyances, nos valeurs. Donc, ils doivent savoir comment transmettre ces connaissances aux générations à venir. Merci beaucoup. Docteur Curtis, à vous la parole. Merci beaucoup. Merci de votre euh, remarque. Je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité. J'aimerais juste prendre quelques minutes pour expliquer ce que nous faisons euh, dans notre, dans notre travail à UNESCO selon la Convention de 2003 sur la conservation du patrimoine national, ce qui reconnaît le patrimoine vivant dans plusieurs domaines, que ce soit les pratiques sociales, les événements culturels, etc. Donc, je crois que les deux intervenants qui ont donné leurs remarques maintenant nous ont dit que euh, qu'il est important de mettre la communauté au centre ou bien au cœur de nos pratiques. Donc, l'une des techniques qui est adoptée pour intégrer les systèmes de connaissances, c'est euh,
C'est l'inventaire qui est fait pas avec la communauté. C'est une pratique faite par les personnes qui travaillent en collaboration avec les communautés pour identifier le patrimoine, pas seulement comme lieu et choses tangibles, mais aussi les pratiques, les valeurs, les connaissances, la culture. Et grâce à cela, nous pouvons voir comment les communautés deviennent intéressées à l'idée de raviver et de euh, redonner la vie à leur patrimoine. Ceci est lié aux écoles, il est lié aussi à l'éducation. C'est une approche basée sur la société, c'est une approche holistique où nous considérons que les connaissances du lieu ou bien de l'endroit sont prises en parallèle avec les connaissances de pratique, de valeurs. Voilà donc ce que nous voulons dire par patrimoine vivant. Nous parlons de la connaissance de la faune, de la flore, de l'écosystème, de la diversité et toutes ces choses sont très importantes dans un contexte plus global et plus vaste. Pour essayer de euh, voir ça en partie, nous pouvons voir qu'il y a des défis auxquels nous faisons face dans la conservation de ces sortes de cultures. Et ça pourrait être justifié parfois par certaines pensées scientifiques, mais il faut se concentrer sur le rôle social, artistique et environnemental. Et ceci, ça deviendra donc une plateforme qui peut être transmise de génération en génération. Finalement, je veux juste dire que ce que nous avons vu de la culture intangible, c'est que plusieurs choses liées au patrimoine sont liées en effet aux connexions ou bien aux liens entre la personne et la nature ou bien l'environnement qui l'entoure. Les communautés industrielles ont été créées par l'élimination de liens entre ces personnes et leur environnement. Et donc voilà l'importance, voilà pourquoi il est important de changer les attitudes, de changer la perspective lorsque nous voulons conserver le patrimoine local. Donc changer les attitudes est essentiel pour conserver le patrimoine. J'arrête donc ici pour ne pas perdre le temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tim. C'était très intéressant. Je veux juste ajouter à ce que vous venez de dire sur le patrimoine la question suivante. Donc, Tim, vous avez dit que le patrimoine culturel intangible, c'est l'expression culturelle, les connaissances, les compétences qui sont transmises de génération en génération. Et nous parlons ici des éléments qui sont inclus dans la réponse aux défis environnementaux. Et vous avez parlé aussi de la continuité et de la durabilité donc de ces connaissances. Dans le cadre actuel, lorsque nous parlons du changement climatique, comment est-ce que ces connaissances, ces compétences répondent aux défis qui sont vraiment immenses dus au changement climatique? Comment est-ce que les événements du changement climatique ont un impact sur les cultures et les pratiques? Donc nous pouvons euh, parler de cela et parler du patrimoine culturel intangible. Commençons donc avec vous. Oui, merci Jyoti. Merci de cette question. Je crois que le patrimoine de la culture intangible, les systèmes de connaissances locaux et traditionnels, en fait, peu importe comment on décrit ça, existent depuis des milliers d'années. Les communautés les transmettent les unes aux autres au sein d'elles-mêmes, avec et sans structure et documents écrits, etc. Donc elles sont résilientes, et elles sont transformatrices et adaptatrices. Et je crois que c'est un des éléments clés euh, dont on doit tenir compte quand on travaille sur le patrimoine culturel intangible, c'est de ne pas les mettre dans des cases et catégories. Donc, il faut les garder, il faut pas les garder
immobile. En fait, ça bouge, ça change tout le temps. Mais on se demandait comment garder, préserver le patrimoine culturel intangible. Il y a des catastrophes naturelles et ce type d'événements. Je crois que c'est ce que les changements climatiques nous forcent à faire. Et l'an dernier, les 180 États membres de la Convention ont adopté une motion sur la préservation du patrimoine culturel intangible en cas de catastrophe naturelle. C'est le résultat d'années d'études de cas et de recherches scientifiques et de réunions d'experts. Il y a trois conclusions. Premièrement, comme vous savez, le patrimoine culturel intangible existe au sein d'une communauté. Donc, il faut d'abord et avant tout sauver la vie des gens. Donc, sans les gens, il n'y a pas de patrimoine culturel intangible. Et deuxièmement, nous avons travaillé avec il faut travailler avec des praticiens, des membres de la communauté, des aînés de la communauté, ceux qui conservent, qui protègent, qui préservent ce patrimoine culturel intangible. Et il faut identifier les besoins de ces communautés en matière de patrimoine culturel. Donc, souvent, dans des situations d'urgence, les communautés sont détruites ou éparpillées. Et ce qui veut dire qu'il n'y a plus de réseau social pour perpétuer ce patrimoine culturel intangible. Donc, il faudra avec eux pour déterminer quels sont leurs besoins en matière de préservation du patrimoine culturel intangible. Et finalement, dans bon nombre de communautés, le patrimoine culturel n'est pas simplement quelque chose qu'il faut préserver, mais c'est une de leurs ressources principales pour faire face aux catastrophes naturelles. Et lorsque les communautés, en fait, font face à des écueils, elles se tournent vers la culture. Donc, il y a la constatation qu'il faut faire que le patrimoine culturel intangible est une ressource, c'est une façon de vivre, c'est une ressource qui permet aux communautés de s'adapter et de survivre. À court et à moyen terme, ça ne fait aucun doute et on travaille là-dessus beaucoup. L'importance d'avoir une approche multipolitique, mais aussi de miser sur l'éducation, l'éducation et l'éducation. Souvent, on voit qu'il y a un manque de ce type de connaissances dans les systèmes d'éducation. C'est une des principales raisons, raisons pour laquelle il n'y a pas de valorisation du patrimoine culturel intangible et c'est une des raisons pour lesquelles les jeunes ne s'impliquent pas dans cette question. Donc, je suis d'accord avec mes deux collègues. C'est important d'intégrer ce type en fait, la préservation du patrimoine culturel dans les actions contre dans l'éducation à propos des changements climatiques et aussi euh, il faut rester ouvert pour en fait ne pas décider que cet élément culturel est valide et l'autre n'est pas valide. Donc, il faut avoir une approche holistique. Merci beaucoup, Tim. Maintenant, passons la parole à Passang. Pouvez-vous nous faire part de vos idées sur cette question? Oui, merci, Jyoti. J'aimerais revenir sur ce que Tim a dit et en fait, il a dit que l'éducation est importante. En fait, il faut intégrer nos valeurs culturelles dans nos systèmes d'éducation, comme il le disait. Dans ma propre expérience, vous savez, et dans ma propre expérience sur le terrain, surtout dans le domaine de l'éducation en matière de changement climatique. Je constate que si on lit le curriculum d'éducation sur le changement climatique, très peu de ces curriculums, très rarement, euh, ont intégré les valeurs culturelles dans les solutions contre les changements climatiques. Donc, c'est la dure réalité. Et c'est la réalité parce que c'est ainsi que nous avons été élevés et c'est comme ça que ces écueils se perpétuent encore et encore. Donc, cette discussion est importante. Au nom de l'éducation sur les changements climatiques, il faut y avoir une intégration de nos connaissances culturelles, autochtones et locales. Donc, de cette façon, les enfants vont se préparer à s'adapter à la réalité nouvelle et ils ne vont pas se perdre dans les dédales de l'enseignement sur les changements climatiques. Et la culture doit être la partie. Et ensuite, les impacts du changement climatique, comme vous l'avez déjà dit, c'est-à-dire le fait que des systèmes de connaissances soient transférés d'une génération à l'autre. Euh, Nous devons
maintenir nos modes de vie culturels et nos gangs-pains culturels, faire en sorte que nos rituels, nos connaissances culturelles et traditionnelles soient intégrés dans notre système de valeurs, dans notre vie quotidienne. Et si penchez sur la question dans mon pays, bien que en arrière, on voit de belles montagnes. Si vous regardez la plupart des montagnes au Népal, il n'y a pas de glace. Elles font au Népal. Et maintenant, la plupart des glaciers ont reculé au Népal. Et l'impact des changements climatiques, par exemple, euh, les sécheresses, la disparition des sources d'eau en montagne, l'augmentation de la température, changent le paysage et la culture également. Donc, je suis retourné dans ce lieu il y a quelques mois et il y a de plus en plus de réfugiés climatiques, il y a de moins en moins de ressources hydriques, et il y a des écueils agricoles et un des changements les plus graves, c'est le changement de notre calendrier agricole. Nous avons notre propre calendrier agricole. Quand est-ce qu'on plante les arbres, quand est-ce qu'on plante nos- on fait les semences. Et ça a été perturbé. En général, en juin, on plante le riz. Mais les cycles de précipitation ont changé à cause des changements climatiques. Donc, c'est ce qui déplace des communautés autochtones et locales. Elles doivent se déplacer. Donc, malgré ces impacts provenant des sécheresses ou du recul des glaciers ou ces inondations, les peuples autochtones continuent à exercer leurs pratiques culturelles et à exercer leur système de gouvernance, malgré les impacts des changements climatiques. C'est une des raisons pour lesquelles il faut mettre l'accent sur les systèmes de connaissances qui demeurent, qui sont transmis par les générations précédentes, et qu'on puisse protéger ce patrimoine culturel intangible avant qu'il disparaisse. Merci. Merci énormément. Maintenant, je passe la parole à Chadrick. Chadrick, qu'en pensez-vous de cette question? Oui, j'ai bien aimé écouter mes collègues du groupe d'experts et vous m'excuserez parce que parfois les professeurs font un travail théorique. Euh, mais je vais commencer mon commentaire avec une petite vidéo théorique et dire que parfois on dit les bonnes choses euh, derrière les bons commentaires. Quand les gens nous écoutent, on se dit, ils vont se dire, bon, merveilleux, le monde est merveilleux, tout va bien. Mais moi, je vais commencer par un énoncé, quelques énoncés qui vont peut-être changer votre point de vue. Et je vous dirai, oui, c'est bien que d'adopter une approche managériale et dire voici les politiques, voici ce que nous faisons, etc. Mais sur le terrain, la réalité, c'est que nous sommes gouvernés par le pouvoir colonialisme. C'est ce que ma collègue disait. Si vous êtes dans un village au Népal, vous avez besoin d'obtenir une validation de New York, de Berlin, pour faire les choses. Et même si, en fait, c'est votre expérience, c'est que la glace est en train de fondre juste à côté de vous. Mais il faut faire appel à New York et à Berlin pour qu'on puisse appliquer une solution. C'est ça le problème. Donc, je crois que quand on pense à tout ça, il faut se souvenir du fait qu'il y a un système colonialiste ici qui est en jeu. Mais aussi, peut-être que notre façon de gérer les choses, c'est le problème. Pourquoi avons-nous classé les connaissances en cette catégorie de connaissances, cette catégorie de connaissances? La science n'est pas un système de connaissances pur. J'ai étudié l'histoire de la science. Il y a beaucoup de systèmes de connaissances islamiques dans la science scientifique occidentale aujourd'hui. Donc, les alcalins, les, l'aluminium et tout, ça, c'est la science islamique à la base. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de science pure et qui écarte tous les autres systèmes de connaissances qui ont en fait créé cette science? Euh, et aussi, je suis un garçon d'un village. Donc, chaque année, je vais au Zimbabwe, dans ma communauté d'origine, et avec le temps, la saison agricole, la saison où on plantait les semences, c'était en septembre. Maintenant, c'est en novembre. Donc, les gens ont
été témoins de ces fluctuations climatiques. Ils savent que à tous les 10 ans, il y aura une sécheresse très importante suivie d'inondations. Donc, c'est les connaissances locales. C'est ce qu'on sait lorsqu'on vit dans cette région du Zimbabwe. Donc, les gens ont des solutions. Ils ont observé ça, ils observent ça tous les jours. Ils n'ont pas besoin de lire le rapport du GIEC pour savoir qu'il y aura une sécheresse tous les 10 ans suivie d'inondations. Et, et donc, la clé, c'est que nous, puisque nous parlons d'intégration, comment nous assurons-nous que nos bonnes intentions sont soutenues ou pour qu'elles contribuent à des changements réels sur le terrain? Ce sont les personnes qui sont touchées par ces catastrophes. Donc, ce lien, il faut le faire. Si nous pouvons faire ce lien, je crois que nous allons tirer mieux parti de nos actions et nous allons voir qu'il y a plus de solutions provenant de cette expérience quotidienne que nous voulons bien le croire du haut de notre tour d'ivoire. Les gens sont proactifs, ils anticipent parce qu'ils vivent dans ce lieu tous les jours. Et je terminerai sur cela. Merci énormément, Shadrach. J'aimerais revenir sur ce que vous venez de dire. Euh, je crois que nous avons le temps pour une dernière ronde de réponses. Et vous savez, bon, comment pouvons-nous tirer parti des stratégies adaptées des connaissances locales? Comme vous l'avez dit, les gens n'ont pas besoin de lire un rapport du GIEC pour savoir qu'il y aura des inondations tous les 10 ans. Donc, il y a euh, des connaissances locales et des stratégies d'adaptation locales qui existent déjà. Comment pouvons-nous tirer parti de ces stratégies d'adaptation et connaissances locales pour augmenter nos capacités d'adaptation au niveau de la communauté locale? Selon vous, quelles sont des solutions à appliquer? Donc, commençons par vous encore, Chadrick, puisque vous avez mentionné cet élément, et ensuite nous passerons la parole à vos collègues. Donc, pour revenir là-dessus, il faut être humble. Il faut faire preuve d'humilité et écouter les populations locales. C'est le point de départ. Et ensuite, les professeurs peuvent utiliser ces connaissances pour améliorer la capacité d'adaptation dans les lieux patrimoniaux et dans la vie en général. Et comme tout le monde le sait, l'adaptation n'est pas un événement, ni la construction d'une capacité d'adaptation. Ce sont des processus sur le long terme, donc il faut en tenir compte. Et je crois que nous avons besoin d'une approche ascendante dans notre compréhension de la situation. Et il faut le faire, il faut comprendre la situation. Ensuite, créer un mécanisme qui nous permet euh, de redonner et de souligner les hypothèses que nous avons. Les communautés doivent également avoir le pouvoir de s'exprimer et on doit leur donner une voix et ces discussions doivent être inclusives et significatives. Et nous devons également adopter une stratégie multi-approche pour que quand on publie les résultats des délibérations, au moins euh, que ces discussions soient bénéfiques pour tout le monde. Et il faut tenir compte des questions de propriété intellectuelle. Quand est-ce que la communauté, en fait, oui, c'est la propriété intellectuelle de qui? Que de savoir que les glaciers reculent. Est-ce que c'est la communauté qui détient cette propriété intellectuelle ou est-ce que c'est le professeur Chadrick? En fait, je parlais de cette hiérarchie qu'il faut abolir, justement. C'est un obstacle au partage des connaissances. Et si on peut euh, penser au fait, à comment ces pratiques sont un inconvénient pour les communautés, eh bien, nous allons peut-être enfin créer un meilleur avenir pour tout le monde sans mettre quiconque au pied du mur. Merci. Merci beaucoup. Allez-y, à vous de répondre à cette question. J'ai vraiment apprécié les interventions des autres participants.
Pour moi, si nous voulons adopter des initiatives pour le peuple local, le peuple local peut en fait bénéficier des expériences des personnes qui veulent lancer ces initiatives. Ils peuvent euh, voir comment les phénomènes naturels sont en train de changer, les précipitations par exemple, la fonte des neiges, etc. Mais le problème ici, c'est que nous essayons toujours de regarder en haut. Donc, il y a une approche verticale, du haut vers le bas, et ça continue de génération en génération jusqu'à présent. Et je crois que le problème global à une solution locale est un slogan qui doit être généralisé et continue jusqu'à aujourd'hui. Si nous voulons adopter des politiques qui sont adaptées au contexte local, il faut s'assurer que les institutions sont reconnues. Elles ont des systèmes d'autogouvernance qui requièrent des compétences, des connaissances, des valeurs spirituelles et donc des valeurs qui sont liées. Et nous ne pouvons pas vraiment euh, instaurer une méthodologie du haut vers le bas. Et au lieu de cela, il faut réfléchir aux personnes qui ont un rôle spécifique dans les communautés et qui peuvent faire un changement sur le plan du changement climatique. Donc, par exemple, lorsqu'on parle de l'agenda des montagnes dans la COP26, c'est un sujet très important. Mais comment est-ce que nous pouvons faire cela en se focalisant sur les peuples autochtones qui vivent dans ces montagnes, par exemple? Comment est-ce que nous pouvons les sensibiliser? Comment est-ce que nous pouvons les aider? Merci beaucoup. Je crois qu'il faut réfléchir à cela. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vraiment intéressant comment vous avez abordé ces problèmes qui sont vraiment très complexes de façon très très simple et très claire. Thème à vous la parole. Je crois que vous avez dit beaucoup de choses, donc c'est vraiment difficile de dire ou bien d'ajouter à ce que vous avez dit. Les, il faut comprendre que nous avons essayé de travailler de bas en haut dans ce monde qui fonctionne de haut en bas. Donc, nous avons essayé de lancer des initiatives, des approches basées sur les communautés. Nous voulons des politiques et des approches et des actions qui sont basées sur les communautés et sur le site. Le site n'est pas nécessairement un site d'héritage ou bien de patrimoine, pardon, mais il faut essayer de travailler sur les politiques culturelles à travers l'inclusion des personnes qui ont les connaissances nécessaires pour cela dans le processus ou bien dans l'activité. Parce que nous savons que chaque personne a un niveau différent de connaissances. Donc ceci inclut aussi l'idée de lancer des politiques dans les ministères, dans les institutions concernées pour pouvoir vraiment faire un changement. Et je crois que qu'en ce qui concerne le patrimoine culturel et le patrimoine vivant, il est très important de se focaliser sur le changement climatique parce que ce changement climatique est un problème auquel font face tous les peuples du monde. Donc c'est une méthode qu'il faut essayer d'adopter et d'intégrer dans le monde en se focalisant donc sur les actions pour mitiguer ou bien pour atténuer les impacts du changement climatique. Merci, merci aussi aux autres panélistes. Merci beaucoup. Je crois que nous avons encore le temps pour une question. C'est une question qui est basée sur les informations très très nécessaires et très essentielles que vous avez données. Donc voilà la question que j'aimerais poser. Lorsque
Vous parlez de l'approche de bas en haut, vous avez dit cela, vous avez parlé aussi des peuples autochtones qui ont la clé de la solution. Donc, vous avez dit que nous pouvons prendre des leçons apprendre des leçons de ces peuples. Lorsque nous parlons de cela, comment est-ce que nous pouvons prendre des leçons de ces peuples, de ces communautés avec leurs particularités, leurs valeurs. Donc comment est-ce que nous pouvons transmettre ces connaissances de ces communautés à d'autres communautés qui ont d'autres valeurs, d'autres mentalités. Donc lorsque nous réfléchissons à ce phénomène collectif, il faut trouver des façons qui nous permettent d'appliquer les mesures et les politiques relatives au changement climatique. Donc, il faut pouvoir prendre des leçons d'une communauté et appliquer ces leçons dans d'autres communautés malgré la différence et la diversité. Donc, comment est-ce que nous pouvons aborder ce sujet? Comment est-ce que nous pouvons faire cela? Tim, commençons par vous alors. Donc, s'il vous plaît, quelques mots seulement. J'essaie donc d'être rapide, mais je ne suis pas sûre que j'ai toutes les réponses à ces questions. J'essaie donc de répondre. Ceci est relatif à la communication des réseaux. Donc nous savons que toute organisation, toute agence, toute institution a un réseau de communication dans le contexte dans lequel elle travaille. Nous pouvons donc utiliser ces réseaux pour transmettre les informations. C'est donc l'une des façons qui nous permettent de partager les informations et les nouveautés. Et bien sûr, ce serait difficile d'adopter les approches locales à un niveau global. Mais ceci, bien sûr, l'adoption donc de ces politiques et de ces leçons apprises est vraiment un défi très difficile. Il faut réfléchir à la valeur ou bien au lieu où nous plaçons la valeur. Donc, quelle est la chose à laquelle nous accordons le plus d'importance? Donc, je crois que ceci est lié à la culture, donc pas seulement la culture des peuples autochtones, mais aussi la culture industrielle. Merci beaucoup, Tim. À vous, madame. J'aimerais juste souligner l'idée que nous pouvons changer notre attitude, nous pouvons changer notre vision, notre perspective. Il faut accepter d'autres systèmes de connaissances, il faut se respecter l'un l'autre. Donc voici quelques valeurs, quelque chose essentiel qui peuvent aider. Parce que parfois, nous avons des politiques qui sont vraiment bien faites, mais le problème ici, c'est l'application ou bien la mise en place. La mise en place est difficile parce que parfois nous avons une perspective ou bien une vision qui est différente de celle dont nous avons besoin. Donc, il faut pouvoir visualiser la compréhension que nous avons d'un certain sujet, d'une certaine communauté, parce que euh, nous avons, nous stigmatisons souvent quelques notions. Donc, il faut aussi réfléchir à la standardisation qui existe, ou bien cette normalisation ou l'adoption d'une seule perspective, d'un seul point de vue pour tout, la même taille, la même couleur, etc. Donc, il faut proposer une solution holistique, une solution compréhensive pour les problèmes. Merci. Merci beaucoup, Cédric, à vous la parole. Et si le local est le global, donc si le local se transforme en global, comment est-ce que nous pouvons répondre à cette question? Je suis d'accord avec les idées qui ont été mentionnées et j'aimerais juste dire que l'éducation est vraiment très nécessaire aussi, elle est très importante, mais l'éducation doit être euh,
doit être respectueuse donc des spécificités locales, des valeurs locales et des compétences locales. Si nous sommes au Zimbabwe et nous essayons de parler aux gens du changement climatique, il faut réfléchir à la façon dont on peut parler à ces personnes. Donc chaque individu de cette communauté ont des choses spécifiques à eux. Chaque personne a des cultures, a une culture, a des valeurs spécifiques à la région où ils vivent dans le monde. Donc je crois que c'est très important et c'est tout pour moi. Merci. Merci beaucoup. Cette intervention était vraiment courte mais vraiment riche. Et je vous remercie vraiment de de vos contributions et des notions que vous avez mentionnées. Je ne vais pas essayer de résumer cette discussion qui est très riche, mais juste pour souligner quelques notions importantes en faisant la conclusion, ce que je peux prendre de cette discussion multidimensionnelle, multisectorale, lorsque nous réfléchissons aux connaissances locales, il est très important de comprendre que dans toutes les circonstances, nous ne regardons pas uniquement les formes, les réflexions de la communauté, mais nous regardons les systèmes où ces connaissances existent. Donc il faut pouvoir voir la transmission de ces valeurs, de ces cultures, de génération en génération. Il faut réfléchir à l'éducation. Et donc, le rôle de l'éducation ici est, est très important. Le rôle de l'éducation est clé parce que nous parlons de la façon dont nous transmettons cette information ou bien cette éducation. Il faut donc voir si cette éducation est en train de briser les liens avec la culture locale et les expériences locales. Donc, voici ce que je voulais dire. Troisièmement, je crois qu'il faut souligner l'idée de respect aux communautés, la capacité à écouter leurs opinions, la capacité d'apprendre des leçons de ces peuples locaux. Ce n'est pas vraiment L'idée n'est pas vraiment d'adopter une approche du haut en bas, mais de parler au peuple, de pouvoir les écouter. Donc je crois que c'est très important et c'est très intéressant, surtout en ce qui concerne le besoin de ne pas avoir cette hiérarchie et cette idée que quelques personnes peuvent être supérieures au peuple indigène ou bien au peuple, euh, au peuple autochtone. Je crois qu'il faut leur donner autant d'importance et de crédibilité que les populations qui vivent, les populations dans les institutions formelles, par exemple, ou officielles. Donc, lorsque nous essayons de renforcer les capacités des communautés locales, il faut aussi voir les formes ou bien les structures institutionnelles qu'ils ont, qu'elles ont. Parce que ces systèmes de connaissances ne peuvent pas continuer si les structures de communauté et la gouvernance des communautés sont très différentes et posent des défis. Et je crois que l'idée la plus importante que j'ai entendue de Tim et de Chadrick est qu'il faut aussi réfléchir à l'impact du patrimoine sur les communautés et comment ce patrimoine peut sensibiliser sur les valeurs, sur les mentalités, pour pouvoir parler à ces communautés et les convaincre à raviver leurs valeurs. Et finalement, je crois que lorsque nous voulons réfléchir aux actions globales,
nous n'avons pas besoin de réfléchir à cela d'une façon unifiée. Il y a beaucoup d'actions locales très petites qui peuvent être faites par les communautés locales et qui peuvent avoir un impact global. Donc, j'espère que j'ai pu répéter quelques-unes de vos idées, mais j'aimerais remercier les panélistes pour votre intervention très très utile et pour vos suggestions très utiles. Et merci d'être parmi nous aujourd'hui. J'espère que je vous reverrai très prochainement pour nos discussions à venir durant cette semaine. Will, Dabra, des remarques? Alors, je sors de l'appel maintenant et merci beaucoup. Au revoir.